Merci beaucoup, Catherine, et je vous redis tout le bonheur que nous avons eu d'être aussi bien accueillis ici. Mesdames et messieurs, les hautes personnalités, Madame la Présidente du Conseil supérieur du notariat, Madame la Présidente de la Chambre des notaires de la Cour d'appel de Caen, mes chers consoeurs, mes chers confrères, chers amis. Pendant 3 jours, nous analysons le logement sous toutes ses coutures, fidèles à l'objectif affiché et poursuivi par l'équipe du Congrès depuis 2 ans, faire mieux, et pour cela faire autrement en faisant évoluer la règle de droit. Faire mieux parce que la crise endémique du logement qui dure depuis plus de 20 ans démontre que les mesures mises en œuvre jusqu'à présent n'ont pas été efficaces, et faire autrement parce qu'il faut dépasser les recettes classiques pour proposer des mesures originales qui s'inscrivent dans le long terme, comme sait le faire le Congrès des notaires de France. Que le choix du 119e Congrès se soit porté sur le thème du logement semble s'imposer aujourd'hui comme une évidence, tant il est vrai que cet enjeu occupe, j'allais même dire sature, le débat public. Rappelons-nous cependant que l'une des premières responsabilités d'un président de Congrès, c'est le choix du sujet qui intervient 2 ans avant la tenue du Congrès. Et je peux vous livrer un secret, un petit secret. Le thème envisagé initialement en juin 2021 n'était pas le logement. Et lorsque j'ai finalement choisi ce sujet, l'équipe qui se constituait a rapidement eu la conviction que cette question du logement allait émerger comme un enjeu majeur, alors qu'à l'époque, seuls les spécialistes en parlaient. Eh bien, la réalité a dépassé nos prévisions et nous voilà désormais vraiment au cœur de l'actualité, pas un jour sans un article à la une, sans une grande enquête, sans une interview alarmiste sur le logement et sur la crise qui s'aggrave depuis le début de l'année. Cette actualité est pour notre Congrès une opportunité, parce que nos propositions sont attendues, mais c'est aussi une responsabilité, car nous espérons qu'elles seront entendues. Alors, comment appréhender ce thème essentiel en 3 temps ? De prime abord, on est frappé par un paradoxe. Malgré l'importance du sujet, il n'a pas eu jusqu'à présent la place qu'il mérite dans le débat public. Très souvent, le logement est considéré comme un non-sujet. Dans un deuxième temps, en y regardant d'un peu plus près, on découvre que c'est un thème d'une grande complexité, dominé par une dualité particulière. Si le logement relève de la sphère privée, il est aussi un actif public. Et cette dualité public-privé le place en permanence au centre d'intérêts contradictoires. Une fois cette dualité prise en compte, il faut, 3e temps de l'analyse, trouver un point d'équilibre pour dépasser ces contradictions en étant pragmatique et réaliste. Paradoxe, dualité, équilibre. Reprenons, si vous le voulez bien, ces 3 temps. Paradoxe d'abord. Le logement n'est pas, contrairement aux apparences, un non-sujet, c'est le sujet. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les anthropologues, lorsqu'ils étudient un groupe humain, commencent par l'analyse de son habitat. Il est un actif à part, au cœur de la vie des Français. Pour beaucoup d'entre eux, il est le premier poste de leur budget et devenir propriétaire de son logement demeure un objectif. Même si un glissement du droit de propriété vers un simple droit d'usage moins coûteux et plus souple se profile, nos concitoyens, même les plus jeunes, restent attachés dans ce domaine à la propriété. La maison ou l'appartement est souvent l'actif le plus important du patrimoine pour la majorité de nos concitoyens, celui que l'on souhaite transmettre à ses enfants. Le logement est surtout la condition de toute insertion sociale et professionnelle. Et s'il concerne le quotidien de tous les Français, il engage aussi leur avenir, car notre habitat de demain sera certes connecté et plus intelligent, mais devra surtout être plus économe et respectueux de l'environnement. Et pourtant, paradoxe, dans les enquêtes d'opinion, le logement n'apparaît pas comme une préoccupation prioritaire des Français, alors qu'il est en réalité au centre de leur vie.
Essentiel pour chaque citoyen, le logement l'est aussi pour la nation tout entière, car il est au cœur d'un triple enjeu. Économique d'abord, car il est un secteur clé en termes d'emploi et de recettes fiscales. Social, ensuite, car il est un des principaux vecteurs de mixité sociale, gage d'un mieux vivre ensemble. Et écologique, enfin, car il est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre après les transports. Et le logement est à ce titre au centre des objectifs de décarbonation que nous impose la trajectoire de neutralité carbone à horizon 2050. Et pourtant, paradoxe, là encore, dans la première ébauche du Comité national de la refondation, le CNR, mis en place par le président de la République il y a tout juste un an, pour engager une réflexion sur tous les grands enjeux nationaux, le logement était curieusement absent. De même, on attendait lors des 2 derniers remaniements ministériels la création d'un grand ministère du logement, confié finalement à un simple ministre délégué dont les prédécesseurs sont passés à la postérité seulement parce que le dispositif fiscal qu'ils avaient mis en place portait leur nom. Et derrière ces paradoxes, le constat s'impose et le résultat est là. Les mesures mises en œuvre jusqu'à présent n'ont pas réussi à endiguer la crise. La situation des sans-logis et des mal-logés s'aggrave, pendant que le parcours résidentiel, cette voie ascendante idéale qui devrait jouer comme un ascenseur social et permettre à chacun de louer un logement puis de devenir propriétaire, est grippé, car il est de plus en plus difficile de trouver un logement abordable à la location comme à l'achat. Alors oui, malgré les apparences, le logement est vraiment le sujet. C'est d'ailleurs ce paradoxe qui a renforcé notre conviction qu'une réflexion globale était indispensable pour proposer des solutions nouvelles. Si le logement n'est pas perçu comme une priorité, c'est aussi, il faut le dire, que le sujet n'est pas simple. Il est d'une grande complexité, difficile à appréhender dans sa globalité. Cette complexité résulte d'abord de sa dualité. Après le paradoxe, la dualité. Comme Janus, le dieu aux 2 visages, l'un tourné vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur, le logement est hybride. S'il est un actif fondamentalement privé, il est aussi éminemment public et placé au centre des contradictions que révèle cette dualité. Fondamentalement privé d'abord, parce que le logement est le siège de l'intimité de la vie privée et de l'épanouissement de l'individu. Comme le dit le philosophe Heidegger, il est même le prolongement de sa propre personnalité. Dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu es, car notre maison est un peu notre carte d'identité. De nature privée, le logement l'est aussi parce qu'il est un actif dépendant du patrimoine des particuliers. Il est ainsi, pour les 20 millions de ménages propriétaires, l'objet de stratégies patrimoniales dictées par des considérations purement privées et très diverses pour se loger, épargner, investir ou encore transmettre. Le marché du logement est ainsi dominé par une très forte fragmentation de logiques individuelles. Difficile pour l'État, dans ces conditions, d'imposer une politique publique. Prenez par exemple la question essentielle de la rénovation énergétique. Comment assurer la rénovation de plus de 5 millions de passoires thermiques? Faut-il, pour les pouvoirs publics, inciter ou contraindre? La politique actuelle d'incitation, sous forme d'aides diverses, n'a pas eu l'efficacité attendue. La contrainte est désormais engagée avec les interdictions de location, mais faut-il encore aller plus loin avec la contrainte ultime, celle de rendre obligatoires les travaux de rénovation pour tous les propriétaires privés? Cette obligation se heurte évidemment à la problématique incontournable du coût très lourd de ces travaux pour les particuliers. Illustration nouvelle du fait que le logement relève d'intérêts privés. Mais il est aussi éminemment public, car il est au cœur de la politique du logement. Il appartient en effet au pouvoir public d'assurer une offre suffisante pour que chaque citoyen puisse disposer d'un logement adapté. Il est également public par sa dimension institutionnelle. En effet, la fonction première du logement est de protéger la famille qui l'abrite, et cette dernière, malgré la diversification de ses formes, constitue encore aujourd'hui, et peut-être plus que jamais, la cellule de base de l'organisation sociale.
Or, on constate que cette dualité public-privé se manifeste en permanence. Elle émerge à chaque étape de la vie du logement. On peut l'illustrer à la naissance du logement d'abord, avec la phase fondamentale du permis de construire, à son accession ensuite avec la question centrale du prix, et enfin à sa transmission avec la problématique particulière de la vente du logement de la famille. Reprenons, si vous le voulez bien, ces trois illustrations et ces trois moments où s'affirme cette dualité public-privé si caractéristique. Concernant d'abord la naissance du logement avec le permis de construire. L'objectif national affiché par les pouvoirs publics depuis des décennies est de produire plus de logements neufs et en particulier des logements sociaux. Cet objectif ne peut néanmoins être réalisé que s'il est compatible avec les réalités locales et les contraintes spécifiques à chaque territoire. Or, ces particularités relèvent de manière incontestable de l'appréciation exclusive du maire, investi de la légitimité démocratique et représentant ses administrés qui sont aussi ses électeurs. Ainsi, un projet de construction de logements reconnu comme souhaitable au titre de l'objectif général de production peut se heurter à un refus de permis de construire ou à une demande de révision à la baisse du projet initial fondée sur la défense des particularités locales. Or, il arrive que ces particularités soient entendues comme la somme d'intérêts privés, souvent ceux des voisins et des riverains qui bénéficient de la vue ou du soleil et s'opposent à l'arrivée de nouveaux habitants qui modifieraient leur environnement et peut-être aussi la valeur de leur logement. Cette posture de citoyens opposés au développement urbain, dont ils ont d'ailleurs eux-mêmes bénéficié, n'est pas propre à la France. Les anglo-saxons parlent, vous le savez, du syndrome « NIMBY, not in my backyard », pas dans ma cour, pour illustrer plus globalement l'affirmation croissante de droits individuels face à l'État. Les intérêts privés des propriétaires menacent ici l'objectif public de développement de l'offre de logement pour tous. Concernant, deuxième point, l'accession au logement, avec la question du prix des logements, en particulier dans les zones tendues, où la demande est forte et l'offre insuffisante. On l'a dit, le foncier y est rare et donc cher. Dans une économie ouverte, l'intérêt du propriétaire est ici de vendre au plus offrant, avec un effet inflationniste direct sur le prix de vente des logements neufs à la sortie. Ainsi, l'augmentation continue des prix constatée depuis plus de 20 ans dans ces zones est décorrélée de l'évolution des revenus des ménages et les choses s'aggravent. Il faut en moyenne aujourd'hui 15 ans de revenus pour acheter 100 mètres carrés, soit 5 ans de plus qu'en 2000. Un nombre croissant de familles se trouve ainsi exclu du marché de l'accession. L'intérêt privé du propriétaire vient là encore contrarier l'objectif public de permettre au plus grand nombre d'accéder à un logement abordable. Ces deux illustrations mettent en évidence une inégalité qui se creuse entre, d'une part, ceux qui, souvent les plus âgés, ont pu profiter d'une situation économique favorable et acquérir leur logement, et d'autre part, les plus jeunes qui ont aujourd'hui des difficultés à accéder à la propriété. Cette dualité public-privé apparaît enfin, troisième illustration, au moment de la transmission, lors de la vente du logement de la famille. La personne mariée est, vous le savez, dépossédée de la prérogative principale attachée au droit de propriété, le pouvoir exclusif de vendre, puisqu'il faut l'accord de son conjoint. Cette protection tout à fait particulière du logement et la restriction exceptionnelle des pouvoirs qu'elle induit pour son propriétaire se justifie par l'intérêt supérieur que représente le logement en tant que point d'ancrage de la famille comme composante essentielle de la société tout entière. Cette fois, à l'inverse, c'est la dimension publique et l'intérêt général qui l'emportent et viennent contraindre les prérogatives privées du propriétaire. Eh bien, pour dépasser ces enjeux contradictoires, c'est un point d'équilibre qu'il faut trouver. Après le paradoxe et la dualité, je terminerai donc par l'équilibre en reprenant les trois points clés qui jalonnent la vie du logement, permis de construire, prix et vente. Concernant d'abord la problématique du permis de construire, un constat s'impose. Derrière certaines réticences à délivrer des permis de construire, apparaît plus globalement une défiance
face à l'acte de construire. C'est l'acceptabilité de l'acte de construire lui-même qui est en jeu. Et la solution, ici, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, n'est pas dans la contrainte, elle est dans la conscience, celle de l'intérêt supérieur que représente la construction de logements dans un quartier. Ces logements permettront d'accueillir des jeunes couples, par exemple des enseignants, des policiers ou des infirmiers, bref, tous ceux qui participent activement à la vie de la cité. Cette prise de conscience doit être générale pour tous les acteurs du logement et elle commence en réalité par une nouvelle approche dès la procédure d'instruction du permis de construire. Il faut en amont renforcer la concertation entre toutes les parties prenantes, publiques comme privées, afin qu'elles puissent prendre connaissance du projet et faire part de leurs observations. Le projet, mieux présenté, mieux expliqué, le cas échéant, amendé, pourra ainsi être instruit plus rapidement, avec plus de chances d'aboutir. Quant aux associations qui n'auront pas participé à cette phase de concertation, alors elles perdront leur droit de recours. Concerter avant pour éviter les recours après, voilà le point d'équilibre. Une proposition essentielle en ce sens sera présentée par la première commission. Concernant ensuite le prix, en zone tendue, les pouvoirs publics interviennent aujourd'hui pour permettre à certains ménages sous conditions de ressources d'acquérir à un prix inférieur à celui du marché. C'est notamment le cas lorsqu'un locataire acquiert son logement d'un bailleur social en bénéficiant d'un prix préférentiel sous forme d'une décote par rapport au prix du marché. En revanche, l'efficacité de cette intervention publique est aujourd'hui limitée. En effet, dès la première revente, et souvent après un délai très court de détention, le propriétaire peut librement céder son logement au prix du marché, avec deux conséquences regrettables. La première, il capte indûment une plus-value privée, de surcroît nette d'impôts, alors qu'elle est financée au départ par une subvention publique. Et la seconde, le logement bascule dans le secteur libre et échappe ainsi au secteur aidé qu'il faut pourtant sauvegarder pour maintenir des prix accessibles dans des lieux qui ne le sont pas. Alors, comment faire ? La solution consisterait à pérenniser la décote initiale qui s'imposerait aux vendeurs et continuerait à s'appliquer lors des reventes successives. J'ai acheté avec une décote de 30%, eh bien je revends avec la même décote. Ce dispositif ingénieux permettrait néanmoins au vendeur de capter la plus-value naturelle, ce qui lui donnerait une chance de progresser dans le parcours résidentiel. Il permettrait également à un nouvel acquéreur, sous condition de ressources, d'accéder, grâce à la décote, à un logement en zone tendue. Permettre aux vendeurs de revendre à un prix supérieur. Mais finalement, partager le gain avec un nouvel acquéreur aux revenus plus modestes, voilà le point d'équilibre. La deuxième commission, qui a imaginé ce mécanisme, vous en fera une présentation détaillée. Enfin, concernant la vente du logement de la famille, il faut rappeler que ce lieu de vie mérite d'être sauvegardé car en le protégeant, c'est la famille que le Code civil défend. L'intérêt supérieur de la famille l'emporte sur l'intérêt privé de son propriétaire qui perd son droit exclusif de vente transféré au couple, maillon fort de la famille. En revanche, la question de l'application de ce dispositif dérogatoire de l'article 215 du Code civil se pose lorsque la communauté de vie a cessé dans le cadre d'un divorce et que l'intérêt supérieur a disparu. La situation aujourd'hui n'est pas très claire et source d'incertitude. Or, dans ce cas, le propriétaire doit retrouver sans contestation possible le plein exercice de ses pouvoirs. Recouvrer la liberté de disposer, mais seulement lorsque l'intérêt supérieur de la famille a disparu, voilà le point d'équilibre. Une proposition de clarification vous sera présentée par la troisième commission. Mes chers confrères, en améliorant les conditions de production, d'accession et de détention du logement, c'est en réalité l'existence de ceux qui y vivent que nous voulons rendre meilleure. Produire un logement, faciliter l'accès à ce logement, c'est offrir une chance à un ménage de s'y installer et d'y vivre heureux. Ouvrir de nouvelles perspectives de conservation dans la durée, ou au contraire, dans certains cas, faciliter la cession, c'est offrir une chance à son occupant d'y demeurer et de conserver son cadre de vie le plus longtemps possible,
ou d'en changer. En donnant cette perspective à chacun, c'est la cause de tous que l'on défend. Le logement est vraiment au point de contact entre l'intérêt général et les intérêts particuliers. De Platon à Rousseau, on s'est interrogé sur la notion d'intérêt général et nous savons qu'il n'est pas la simple somme des intérêts particuliers. Le Conseil d'État, dans un rapport public de l'année 1999 consacré à l'intérêt général et qui fait toujours référence, précise que l'intérêt général exige le dépassement des intérêts particuliers, ce qui confère à l'État la mission de poursuivre des fins qui s'imposent à l'ensemble des individus par-delà leurs intérêts particuliers. Le Conseil d'État ajoute que la notion d'intérêt général est évolutive en fonction des besoins sociaux à satisfaire et des nouveaux enjeux auxquels est confrontée la société. Eh bien, mes chers confrères, il est temps que le logement soit considéré par tous comme un besoin et un enjeu prioritaire qui implique une nouvelle approche. Cette dernière repose sur l'équilibre entre l'action de la puissance publique qui doit y consacrer les moyens normatifs et financiers nécessaires et la mobilisation des particuliers qui doivent accepter les contraintes inévitables. C'est ensemble, acteurs publics et personnes privées, en mobilisant tous les leviers à chaque étape du cycle de vie du logement, que nous parviendrons à faire progresser cette grande cause. Équilibre entre action publique et mobilisation privée. Cela fait justement écho au statut même du notaire, officier public et professionnel libéral, représentant de l'État, mais aussi conseiller privilégié des particuliers. Le notaire a naturellement un rôle majeur à jouer pour fédérer les acteurs publics et privés. Repenser le logement et ne jamais oublier ceux qui y vivent, voilà la mission à laquelle nous invitait, il y a maintenant 2 ans, le clip de présentation de notre congrès. Cette mission, je crois, est en passe d'être accomplie car elle a inspiré l'ensemble des travaux de mon équipe, qui a accompli un travail colossal, analytique et prospectif qui force l'admiration et ma reconnaissance. Elle a aussi inspiré les propositions que les 3 commissions vont vous présenter. Ces propositions doivent désormais être enrichies des débats auxquels vous allez participer pendant ces 2 jours que je souhaite fructueux. Je vous remercie.